J'aimerais commencer cet épisode en vous parlant de Patreon. C'est une cagnotte en ligne qui vous permet d'être contributeur du podcast et en échange de recevoir des contenus exclusifs, des accès à des lives avec mes invités et moi, mais aussi de recevoir en avant-première l'épisode qui sort le lundi et plein d'autres choses encore. Le lien est dans la description de l'épisode ou dans ma bio sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Solveig et Véronique ont créé l'association WAPA pour lutter contre l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Ensemble, nous échangeons sur l'histoire de leur rencontre et de leur intérêt commun pour la condition des enfants soldats à travers le monde. Solveig et Véronique nous racontent la genèse de ce projet fou et en quoi consiste leur mission. Elles nous parlent de leurs interventions au Congo et en Ouganda, mais aussi au Sri Lanka et en Colombie. Leur rôle est de faire de la prévention contre le recrutement massif des enfants dans les pays en conflit et d'aider ceux qui ont été relâchés à se réinsérer dans la société à travers de l'art-thérapie ou encore en mettant en place des programmes d'éducation. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous serez aussi touchés que moi par ce travail de dingue que Véronique et Solveig font au quotidien avec leurs équipes pour offrir un avenir meilleur à ces enfants, souvent orphelins, qui ont quitté l'enfance trop tôt. Bonne écoute! Hello Véronique. Bonjour. Hello. Bienvenue dans le podcast. Merci. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Je vais commencer par vous demander de vous présenter donc chacune pour les personnes qui nous écoutent en nous donnant votre prénom, votre âge, votre ville d'origine et nous dire en vraiment 2-3 mots votre parcours pro. Alors, je m'appelle Véronique Kranenbroek, j'ai 40 ans, je suis originaire d'une petite ville en Belgique qui s'appelle Nivelles, mais j'habite depuis plus d'une vingtaine d'années à Bruxelles. Je travaille chez WAPA et qu'on a cofondé avec Solveig et je m'occupe des fonds publics. Voilà, j'essaye de convaincre les institutions de financer les programmes de WAPA. Et alors moi je m'appelle Solveig Vinamon, j'ai 38 ans et j'habite à Genappe, à une demi-heure au sud de Bruxelles. Je travaille donc également chez WAPA depuis 2013 et je suis responsable de la communication et des entreprises notamment. On a plusieurs casquettes mais je fais bref. Eh ben, on va commencer avec la première question que je pose à tous mes invités. C'est vous demander d'où vient votre passion du voyage. Déjà, est-ce que vous avez une passion du voyage? Et si oui, est-ce qu'elle est venue par exemple plutôt quand vous étiez jeune, en famille, etc. Ou est-ce que c'est plus tard que vous avez découvert le voyage? Je vous propose de me répondre pareil, chacune à votre tour. Moi, je ne sais même pas si on peut parler d'une passion du voyage. Je crois qu'en fait, petite fille, je ne m'étais même jamais imaginé que je vivrais en Belgique. Donc, au-delà de la passion, c'était même inconcevable de se dire que je vivrais toute ma vie ici. Je pensais que ma vie n'allait être faite que de voyages, justement. Et oui, c'est vrai que mes parents m'ont pas mal fait voyager quand j'étais petite fille et ça m'a toujours beaucoup interpellée, toujours beaucoup plu. Et puis aussi parce que je viens d'une famille un peu multiculturelle, rien que ça, je pense que ça invite déjà au voyage. Alors moi c'est un peu l'inverse, j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune et pourtant je me suis toujours sentie attirée par d'autres contrées, principalement des contrées africaines.
Et donc à 18 ans, je suis partie pendant 5 semaines au Bénin, planter des arbres d'ailleurs, notamment dans le nord du Bénin. Avant ça, j'étais partie pendant 1 an en Australie après Mareto. Donc en fait, voilà, j'ai eu un peu un appel au voyage et c'était évident par contre que dans le job de mes rêves, c'est-à-dire WAPA, cette composante voyage, mission devait vraiment faire partie du job. Et donc voilà, c'est vrai que du coup c'est le bonheur parce que ça fait partie de notre quotidien malgré tout. Et du coup, vous êtes quel type de voyageuse? Ah, moi, je suis une voyageuse, je suis une voyageuse assez routarde. Sac à dos, je suis partie au Vietnam aussi. On a quand même pas mal voyagé avec mon mari et d'ailleurs, on a le projet de faire un tour du monde avec nos 3 enfants en 4x4 et en remorque 4x4. Donc voilà. Ah, génial, faudra venir nous raconter Ouais, ça après, hein. ouais, plutôt baroudeur, plutôt oui, les routes, la rencontre. Voilà, rencontrer les gens et prendre son temps. Ouais, moi, je suis plutôt une voyageuse contemplative. Ce que j'aime, c'est dans les villes et les villages et les régions que je visite, j'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés et regarder les gens passer, regarder les gens vivre, regarder les gens rigoler. C'est plutôt ça mon voyage que, bon, bien sûr, j'aime bien voir les jolis paysages, hein, je m'en cache pas. On est tous un peu à la recherche de ça, mais je crois que les meilleurs moments, c'est justement quand je suis attablée au soleil, à une terrasse de café, que voilà, je peux me mêler à l'ambiance, à la foule. C'est ça qui me plaît le plus. Eh ben, je vous propose de nous raconter un petit peu ce que fait votre asso pour que les gens puissent situer un petit peu les missions de votre association. Alors la mission de WAPA, c'est vraiment la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, donc dans les conflits armés, et la lutte pour leur réintégration au sein des communautés renforcées. Ça, c'est vraiment la mission qui est très niche de WAPA, mais qui nous semble essentielle, puisqu'il y a encore plus de 300 000 enfants soldats dans le monde qui combattent actuellement, et qui ne sont pas uniquement des combattants qui portent l'arme, mais qui sont aussi des enfants qui sont cuisiniers, porteurs, détecteurs de mines, esclaves sexuels, etc. Et donc on a vraiment ce désir, cette mission très très forte de les soutenir, puisque une fois qu'ils ont été démobilisés, ils sont bien souvent rejetés par la communauté. Et donc on trouve qu'on doit leur rendre une certaine dignité, leur rendre une justice. Et donc c'est la raison pour laquelle on se bat au quotidien. Puis il y a une vraie volonté de sensibiliser l'opinion publique, les jeunes dans des activités dans les écoles par exemple ou dans les groupes d'activités, etc. De sensibiliser un public le plus large possible à cette problématique pour que ce soit pas une problématique oubliée, une problématique un peu fond de carton que les politiques ressortent quand ça les intéresse, mais c'est vraiment un travail de fond sur lequel il faut travailler au quotidien et défendre les droits des enfants de manière forte, affirmée et inconditionnelle. Ouais, je comprends. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du contexte de la création de ces associations. Comment est-ce que vous est venue l'idée dans votre vie perso, dans votre vie pro? Est-ce que vous en étiez? Est-ce que c'était pendant un voyage? Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? Alors l'idée est vraiment venue, ça part d'un livre en fait. J'avais fait mon mémoire sur les enfants soldats, donc j'avais une vingtaine Ah d'années oui, d'accord. T'avais déjà un intérêt pour ça ouais, depuis très jeune, quoi. ouais, et donc du coup j'étais dans un magasin de seconde main et il y a un livre qui est posé sur une table à l'entrée et ce livre m'appelle et c'était La petite fille à la Kalachnikov de Shina Ketsi, qui est une autobiographie d'une petite fille ex-enfant soldate. Et bref, j'ai dévoré ce livre et c'est vrai que c'est devenu du coup l'objet de mon mémoire. Et donc j'ai fait un mémoire en traduction où j'ai traduit donc une partie d'un livre sur cette question. Et puis j'ai rencontré Véro dans une grande association internationale avec qui on avait des rêves un peu fous, c'est-à-dire créer un projet à visage humain qui nous ressemble, où on pouvait mettre en place les campagnes de communication qu'on avait envie et vraiment défendre une cause qui nous tenait vraiment à cœur.
Et comme c'était une association qui se battait pour les droits des enfants et qui proposait des solutions pour les enfants les plus vulnérables, on se rendait compte que la question des enfants soldats arrivait ça et là, un peu de biais comme ça. C'était pas une question qui était gérée de manière affirmée, quoi. On avait dans les enfants qu'on soutenait des ex-enfants soldats, mais il n'y avait pas, en tout cas pas en Belgique, de projet qui leur était destiné de manière très très stricte, quoi. Or, et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, il faut vraiment définir des programmes importants et précis pour ces enfants en fonction des besoins spécifiques qu'ils ont. Donc en fait, vous vous êtes rencontrés dans une association, c'est ça ? Oui. Ok, toutes les deux, et du coup c'est là que vous avez cheminé ensemble et que vous êtes... Exactement. vous Exactement. avez Et qu'un l'idée, jour, en ouais. 2013, on s'est dit, en fait, on va créer un projet exclusivement pour la problématique des enfants soldats, des conflits armés. Même si au départ, effectivement, notre mission était aussi incluait aussi les personnes victimes de la guerre, comme des déplacés internes, des veuves de guerre, etc. Mais la principale, le principal groupe cible, c'était quand même les enfants soldats depuis le début. Comment est-ce que ça se met en place, les premières actions que vous entreprenez, on va dire? Alors, on a choisi l'Ouganda comme premier projet. C'est un pays qui a connu plus de 20 ans de guerre civile et un recrutement massif d'enfants soldats. Et donc, on s'est dit, bon ben voilà, on avait une attirance parce qu'une meilleure connaissance, je pense, de l'Afrique. Et donc, on s'est dit qu'on allait partir dans un pays africain. Il fallait évidemment être dans une région qui avait été touchée. Donc, pas question d'être au sud de l'Ouganda, mais donc évidemment d'être au nord, à Goulou, là où, enfin, la ville était le bastion de la LRA, donc du groupe rebelle de Joseph Kony. Et donc, on a organisé une mission exploratoire. On est parti pendant 10 jours. On a rencontré toute une série d'associations qui pouvaient être des associations potentielles avec qui on allait signer une convention. Et puis, au bout des 10 jours, on a signé une convention avec un partenaire qui répondait aux critères que WAPA s'était imposé, c'est-à-dire la région, la taille de l'organisation, la mission, etc., etc. Et donc au début, vous étiez juste toutes les deux? Oui, alors on a commencé, c'était un peu bout de ficelle, quoi. On a commencé juste avec notre envie de créer ce projet, mais ni fonds, ni expérience dans tout un tas de secteurs nécessaires, des questions administratives de création d'ASBL. Mais on est parti avec notre bonne volonté et sur le terrain, on a lancé une campagne de crowdfunding pour financer les éventuels premiers projets qu'on aurait sélectionnés. Et c'était génial parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient hyper soutenants et que, en fait, même sans partenaire avéré, les personnes ont quand même répondu positivement à l'appel et donc on avait récolté nos premiers 4700 et des euros. Donc c'était très chouette et ce sont les premiers euros qui ont du coup été transférés au projet qu'on avait choisi de soutenir. Vous avez fait lever l'argent avant de partir? Pendant la mission, en fait. Pendant, ok, donc ouais, vous relayez sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous avez... Ouais. On avait, de nouveau, comme on n'avait pas beaucoup de fonds, notre seule manière de communiquer, c'était les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Et puis par mail aussi, on communiquait avec notre entourage, amis, famille. Ça a vraiment commencé bien sûr. C'est vraiment parti de là. Et puis, je crois... Voilà, c'est aussi des gens qui nous soutenaient pas tant pour la mission spécifique de WAPA, mais qui soutenaient notre esprit d'entreprendre ou d'entreprise, notre volonté voilà, ils aimaient l'idée que à deux on parte découvrir un pays, découvrir une problématique, soutenir un projet, démarrer notre propre projet. Et je crois qu'au départ c'était plutôt ça qu'ils soutenaient que notre mission en tant que telle. Donc en fait, dès le départ, vous avez eu le soutien de vos proches, pas d'inquiétude sur le fait de vous lancer comme ça. Si certaines personnes se disaient deux filles en Ouganda avec un sac à dos, c'est pas terrible comme idée. Et puis voilà, on avait déjà quand même pas mal voyagé, c'était pas enfin voilà, on avait quand même je vais pas dire qu'on avait de la bouteille parce que bon, on avait 30 ans, mais je veux dire on connaissait quand même déjà le terrain, pas l'Ouganda par contre,
Mais je crois qu'on avait une soif d'aventure qui était inarrêtable. C'est possible aussi qu'à l'époque, les gens se soient simplement dit allez, elles ont une petite lubie. On va voir combien de temps ça va durer. Oui, c'est ça. On va leur donner leur drôle, chance et on va voir si ça tient le coup. Et puis alors, entre-temps, on a plus de 8 ans et on est accrédité par la Direction générale de la coopération au développement belge. Donc on a bien fait de continuer quand même. Hein. Là, c'est clair, il faut croire en soi, en ses rêves et en ses convictions. Hein. Mais ça, ce sera la conclusion de toute façon. Donc pour l'instant, on va continuer à échanger sur cette première mission. Du coup, ça a duré combien de temps? Est-ce que c'est à partir de là que vous vous rendez compte que, en fait, oui, clairement, ce que vous faites, c'est hyper important, que ça pèse vraiment dans la balance. Dites-moi un petit peu ce cheminement. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, on avait vraiment besoin de valider toute la théorie qu'on avait accumulée les mois précédents et de valider ça sur le terrain. Donc en fait, dès le départ, on s'était mis d'accord en se disant si notre action ne répond pas à des besoins concrets sur le terrain, ça sert à rien, on arrête. D'ailleurs, on n'avait même pas encore déposé les statuts de l'ASBL à l'époque, quand on est parti. Donc, on était très clair avec ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que 20 ans de guerre civile dans un pays, ça laisse évidemment énormément de traces, de traumas, une prise en charge qui n'a pas du tout été efficiente, tant le nombre d'enfants recrutés était énorme. On parle certains chiffres vont de 25 000 à 100 000 enfants soldats recrutés dans le nord de l'Ouganda principalement. Et voilà, donc pas de prise en charge pour ces enfants qui sont évidemment qui étaient entre-temps devenus adultes, évidemment, dans le cas de l'Ouganda. Et donc voilà, on s'est dit qu'il fallait absolument continuer notre mission et aussi la faire grandir. Et du coup, effectivement, partir dans des contrées asiatiques comme le Sri Lanka et puis plus tard la Colombie en 2018. Et donc voilà, on avait aussi besoin de déconstruire les préjugés sur les enfants soldats et de montrer que c'était pas une problématique qui était pro-africaine. Et donc c'est vraiment une problématique mondiale. Et ça, je crois que ça faisait aussi partie de la mission de WAPA, vraiment de déconstruire ce préjugé du petit garçon noir avec un casque qui a 10 ans et qui porte une Kalachnikov. C'est ça aussi, et évidemment, c'est peut-être ce qui nous marque le plus. C'est aussi des gamines de 15 ans qui finalement conduisaient des chars au Sri Lanka. Enfin voilà, donc c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est passionnant en fait comme problématique. Une fois qu'on s'y attarde un petit peu, on a du mal à la mettre de côté. Comment est-ce que vous procédez sur le terrain, on va dire On a toujours, quand on a décidé de se lancer dans un pays spécifique, une région en particulier, on fait ce qu'on appelle une mission exploratoire, et donc c'est ce qu'on expliquait. On va sur place après avoir un peu analysé la situation, et on va rencontrer des associations qui pourraient être nos partenaires locaux potentiellement. En général, on en rencontre une petite dizaine. Et ensuite, on sélectionne une association locale. Puis on rentre évidemment en Belgique, on signe un accord de principe, on rentre en Belgique, et alors là, on se met à la récolte de fonds pour financer les programmes qu'on a définis ensemble. On fait de la récolte de fonds, en général, ça met entre 6 mois et 1 an pour soutenir le premier projet. Et quand on a réuni les fonds, on commence effectivement le partenariat, et donc on transfère les fonds et on fait tout le suivi de projet avec le partenaire local. Qu'est-ce que vous mettez en place du coup pour que ces enfants puissent se réinsérer? Alors c'est vrai que ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Donc nous, le principe, c'est que WAPA ne vienne pas se substituer aux compétences locales. Donc on va jamais proposer une idée qui n'émènerait pas du partenaire local. Ça, c'est la première chose, et c'est vraiment hyper important. Faire travailler sur la zone, finalement. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et tout ce qui peut être fait par la plus petite entité sur place doit l'être. Donc, ça sert à rien d'envoyer un architecte là-bas. Ils en ont et ils font très bien le job, par exemple. Et donc, l'idée ici, c'était que le partenaire identifie les besoins de sa population et puis nous fasse part des besoins. Et c'est vrai qu'en Ouganda, par exemple, les besoins du partenaire, c'était la création d'une maternité ou d'une école maternelle pour les enfants des enfants soldats, les enfants des filles mères et les enfants des enfants orphelins devenus chefs de famille.
qui est une problématique assez importante en Ouganda. Mais en Colombie, ça va être en fait des séances d'art-thérapie qu'on va pouvoir prodiguer aux enfants dans les centres de réhabilitation qui, eux, sont gérés par l'État. Au Congo, rien n'est géré par l'État et là, on va vraiment sensibiliser, enfin, c'est le partenaire qui le fait, c'est pas nous. Le partenaire va sensibiliser les chefs de guerre dans la forêt et il va négocier, par exemple, la libération des enfants. Ils vont lancer des missions de libération d'enfants avec la MONUSCO. Et puis ensuite, ils vont accueillir ces enfants dans des centres de transit et d'orientation. Et voilà, là, c'est un peu l'urgence parce qu'il faut voir si les enfants sont en bonne santé, il faut voir s'ils ont besoin de soutien psychologique, ils ont besoin d'être nourris, logés. Et puis, l'idée, c'est de les réunifier au plus vite avec leur famille biologique dans leur communauté d'origine. Et alors, évidemment, co-créer un projet de vie avec l'enfant pour qu'il décide s'il veut retourner à l'école, s'il préfère avoir accès à une formation socio-professionnelle ou une activité génératrice de revenus. Voilà, donc en fait, ça dépend vraiment, chaque pays a sa spécificité et nous, on vient vraiment se greffer au projet d'un partenaire. Et donc c'est pour ça que c'est aussi divers et varié. J'ai pas parlé du Sri Lanka, mais au Sri Lanka, en effet, on est sur une problématique de femmes qui sont devenues chefs de famille dans le nord parce que les hommes sont morts pendant la guerre et que les femmes qui sont ex-enfants soldates ou ex-combattantes sont relativement bien rejetées par la communauté aussi. Et donc là, on offre des microcrédits aux femmes pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit à quel point il y a des similitudes au niveau des méthodes de recrutement et des raisons du recrutement d'enfants. Et à la fois, on est sur des conflits tellement différents, où parfois ce sont des conflits entre une ethnie et un gouvernement. Enfin voilà, parfois ce sont des groupes armés entre eux qui se font la guerre. Voilà, donc les réponses ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et puis oui, les réponses ne sont pas les mêmes aussi en fonction de l'intervention de l'État. Si l'État prend en charge une partie de la réintégration de l'enfant, nous on peut venir avec des choses plus complémentaires. Si l'État ne prend rien en charge, comme Solveig l'expliquait, alors il faut revenir avec des choses vraiment basiques. L'école, se nourrir, se soigner et être réuni avec sa famille. Donc on a des approches différentes, mais elles peuvent se compléter et d'un projet à l'autre, on apprend et on veille aussi à ce que les enfants au Congo aient accès à de l'art-thérapie parce qu'on voit que ça fonctionne bien en Colombie. Donc on essaye aussi un peu d'intégrer des éléments qui marchent bien à gauche et à droite dans les nouveaux projets qu'on essaye de ficeler avec les partenaires locaux. Et c'est vrai qu'on apprend parce que par exemple en Ouganda, je pense que le bas a vraiment blessé au niveau de la santé mentale et comme il y avait ce besoin immédiat de nourriture, de scolarisation, d'activités génératrices de revenus parce qu'il y avait vraiment plus rien et que l'État n'a absolument rien fait. Je pense que les associations ont quand même beaucoup mis de côté la santé mentale et en fait on voit que ça commence à aller mieux, mais au départ c'était quand même vraiment très compliqué. Il y avait beaucoup d'amertume, les gens avaient peur, les gens souffraient parce qu'il y a des femmes qui nous racontaient que la LRA avait enlevé leurs 6 filles, par exemple, qu'elles n'avaient jamais revues. Oh là. Donc, évidemment, même 20 ans plus tard, je crois que c'est compliqué, en fait, comment on fait, en fait, pour survivre à ça. Et surtout si on n'a pas de soutien psychologique. C'est compliqué. Donc, je crois que c'est effectivement un élément central, oui. Votre première action s'est passée en Ouganda, c'est ça ? Tout à fait. Ok, et donc après, vous rentrez en France, vous vous rendez compte du coup de l'impact que vous pouvez avoir en menant davantage de missions. Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous décidez d'aller sur tel pays plutôt qu'un autre? Parce qu'en plus c'est des choix, j'imagine que c'est pas évident, quoi. Et comment est-ce que vous agrandissez votre panel de pays, j'ai envie de dire? Ça va souvent assez bien de soi, c'est-à-dire que de un, on voulait diversifier les continents, justement pour ne pas rester bloqué dans cette idée que c'est une problématique africaine. De deux, on voulait principalement aller dans des pays qui avaient connu des longues guerres civiles, des longs conflits armés, plus de 20 ans dans certains pays, pratiquement 50 en Colombie. Donc, et alors des pays qui avaient connu un recrutement massif d'enfants soldats, puisqu'il fallait que notre action se justifie sur place. Donc, en fait, le choix des pays est venu assez naturellement.
on s'est jamais posé beaucoup de questions. Ouais, ce qu'il y a, c'est aussi en Afrique, il y a quand même plus de pays dans lesquels on a recruté des enfants soldats. En Amérique latine, par exemple, le seul pays qui reste qui recrute des enfants comme soldats, c'est la Colombie. Donc là, on a décidé de partir en mission exploratoire en 2018. Et pour l'Asie, c'est vrai qu'il y a encore quelques pays, enfin, il y a encore de nombreux pays qui recrutent, si on prend l'Afghanistan, si on prend les Philippines, si on prend la Birmanie. Mais bon, force est de constater que aller mener un projet en Afghanistan ou en Birmanie où il n'y a pas d'accès humanitaire, c'est compliqué à mettre en place. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on était dans des pays qui étaient à l'époque post-conflit. Parce que sinon, on pouvait en fait même pas aller sur le terrain, on pouvait même pas rentrer dans le pays. Donc, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que notre travail, c'était de travailler, l'idée, c'était de travailler sur la réintégration durable. Donc vraiment de faire de la coopération au développement et pas de l'aide humanitaire. Oui, c'est exact. ça. Et donc, ça sert à rien d'aller dans les zones qui sont encore beaucoup trop inaccessibles de par leur manque de sécurité ou par la violence, parce qu'on ne sait rien développer dans de telles circonstances. On va pas créer une école alors que le conflit est encore très prégnant et que l'école va être détruite ou on va empêcher les filles d'y aller. Donc il faut quand même des pays dans lesquels il y a une relative stabilité. Donc au Congo, on estime qu'on ne peut pas aller dans toutes les régions, mais on a accès aux enfants dans certaines d'entre elles. En Colombie, pareil, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment... On est en transition vers la paix. Oui, c'est ça, on est en transition vers la paix. On n'est pas encore en paix, mais on est en transition vers la paix et donc on arrive à développer certains programmes. On pourrait malheureusement pas être en Syrie ou en Irak Ouais, justement, j'allais vous demander, dans cette zone-là, c'est encore trop compliqué de pouvoir faire quelque chose. Oui, non, les voyages sont, comme ils appellent ça, ils disent sur la diplomatie française ou belge, ils disent que les voyages dans l'essentiel sont déconseillés. Ici, ils sont plus que déconseillés, quoi. Mais de toute façon, il y a plus rien, tout est à reconstruire et il y a encore beaucoup de violence, il y a encore des attentats, il y a encore des poches ci et là, donc voilà. Non, trop dangereux. Je crois qu'on est encore trop au stade humanitaire, quoi. On essaye de maintenir les gens. On n'est pas encore à la reconstruction. On n'est pas encore dans la reconstruction, oui. Mais on en rêve, hein. On a hâte. Bien sûr, ouais. C'est clair. Et puis, il y a tellement c'est ça, il y a tout à refaire, donc... Oui, et au plus on attend, au plus les enfants qu'on va réintégrer auront des traumas qui seront compliqués à penser, évidemment. L'idée, c'est que ces enfants doivent être pris en charge le plus rapidement possible pour être détraumatisés, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, vous parliez que vous mettiez en place de l'art-thérapie en Colombie, donc pour aider les enfants. Et comment est-ce que ça se passe concrètement? Tout ça, en fait, vous le faites depuis la France et après vous allez sur le terrain pour voir comment ça peut être mis en place. Est-ce que vous partez avec des gens? Vous êtes toujours que toutes les deux? Comment ça se passe concrètement? On part toujours en mission exploratoire. Enfin, à l'époque, on partait à 3 en mission exploratoire parce que notre collègue Marie nous a rejoint en 2015 et donc elle était aussi très très impliquée dans les projets et justement dans la gestion du projet Colombie. Mais après, on part effectivement en mission de suivi à 2. Et c'est tout à fait ça. En fait, on travaille, on collabore vraiment au quotidien avec nos partenaires locaux qu'on a 2 fois par mois par Skype ou par WhatsApp. Enfin, donc on a vraiment des contacts réguliers, plutôt informels, comme si c'était nos collègues. Et puis, on va 1 fois par an sur place faire une mission de suivi. Et vraiment, voilà, c'est la partie qui est extraordinaire parce qu'on rencontre les bénéficiaires, on est vraiment au plus proche de la thématique et de la problématique. Et puis, la partie un peu, voilà, qui est essentielle pour nos donateurs, c'est-à-dire leur rendre des comptes, ramener du matériel de communication, vérifier que l'argent ait été utilisé à bon escient. Voilà, ça fait partie évidemment de la mission de suivi aussi. C'est ça, ouais. Et pour définir un peu ces programmes, est-ce que, vous faites appel à des psychologues pour trouver des idées? Comment ça se passe pour le choix des actions que vous allez faire? En fait, sur place, toute l'équipe, en fait, en tout cas pour Project Arte en Colombie, est composée de psychologues, d'assistants sociaux,
d'animateurs, d'artistes. Et donc, c'est eux qui ont mis le projet en place. Et donc, c'est un projet d'art-thérapie qui va permettre aux enfants vraiment de penser les blessures, de diminuer le stress, de reprendre la parole en groupe, de développer des compétences, de prendre voilà, du confiance plaisir en eux à aussi. réaliser des choses jusqu'au bout, de communiquer avec les autres. Et ça, grâce à la couture, à l'art-thérapie, à la couture, au théâtre, à la danse, au chant. Et donc voilà, ce sont vraiment des programmes qui sont mis en place, mais par les professionnels colombiens dont c'est le métier, quoi. Et nous, on confronte davantage ça à la littérature théorique, quoi. On essaye de voir si, parmi les rapports qu'on a pu lire, s'il y a des choses supplémentaires qu'on aimerait tenter, qu'on voudrait mettre en place, qui serait peut-être intéressant d'explorer. Ben voilà, on en discute avec les partenaires pour voir comment on peut tendre vers les programmes les plus complets et les plus adaptés possibles aux besoins. Ouais, c'est pas forcément les mêmes besoins. Et mais du coup, vous vouliez nous parler un petit peu d'une mission en particulière Alors, d'un projet, oui, Ouais. qui nous tient fort à cœur, c'est la RDC. On est parti en janvier passé pendant une dizaine de jours en RDC. Et c'est vrai que c'était totalement bouleversant, en fait, de se rapprocher à ce point de la problématique. Donc, comme je le disais, en Ouganda et au Sri Lanka, les ex-enfants soldats sont maintenant devenus adultes. En Colombie, les enfants sont plutôt des jeunes adolescents qui ont entre 14 et 18 ans. Et puis là, tout à coup, on arrive au Congo, on arrive à Bukavu, dans l'Est, et en fait, on rentre dans un centre de réhabilitation, de transition, et en fait, ces gamins ont 10 ans, quoi. Donc c'est vraiment ouais, ce sont des petits, quoi. Ce sont des petits qui ont l'âge de nos enfants et qui sont totalement bouleversants, qu'on rencontre et qui nous expliquent leur histoire absolument bouleversante et puis voilà, qui témoignent et qui nous disent que tout ce que eux en fait tout ce que eux voulaient, c'était aller à l'école, par exemple. Et donc on se rend compte du trou béant qu'il y a entre nos vies et la leur, et c'est vrai que voilà, on revient complètement redynamisé en se disant que voilà, il faut absolument récolter des fonds, communiquer, garder cette problématique à l'agenda politique, et voilà, c'est notre devoir en fait, parce que pour le même prix, c'était nos enfants au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était nos enfants dont on parlait, donc oui, ça me... Et puis je crois que on a retrouvé ce pourquoi la problématique des enfants soldats nous avait autant secoué, c'est-à-dire cette dualité, c'est qu'à la fois c'est des enfants, ils sont très jeunes, ils sont très attendrissants, on sent qu'ils ont besoin d'amour, d'attention, de tendresse, quelque chose de presque maternel ou paternel. Et à côté de ça, c'est des enfants qui font peur. Ils font peur assez bien physiquement parce que ils se sont pris des coups de machette, ils sont abîmés, ils sont mal nourris, et aussi parce qu'on a une vague idée de ce qu'ils ont pu commettre. Ils ont quand même de la violence aussi dans les yeux. Ils ont quand même des réflexes assez durs, quoi. Donc c'est vraiment plus compliqué qu'on pourrait le penser, quoi. Mais c'est aussi pour ça que cette problématique nous passionne autant, parce que c'est vrai que c'est à la fois victime, à la fois bourreau, même si on les considère toujours comme des victimes in fine. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même souvent fait souffrir la population locale aussi, hein. Et donc c'est ça qui est très compliqué. Et donc on doit aussi sensibiliser les communautés pour pouvoir accepter de réintégrer ces enfants. Donc il y a un travail immense à faire, immense. Il y a un travail à faire au niveau des enfants qui sont vulnérables et qui pourraient se faire recruter par les groupes rebelles. Il y a Donc les la prévention. enfants... Exactement, l'aspect vraiment prévention, protection, on va vraiment protéger les enfants pour qu'ils ne se fassent pas recruter. Et puis alors, il y a tout l'aspect sensibilisation des communautés, des parents, bon, évidemment des chefs de guerre, etc. aussi, pour qu'ils ne recrutent pas. Donc, il y a un travail assez formidable qui est fait de plaidoyer et de sensibilisation, et on se rend compte qu'il y a quand même de nombreux groupes armés en RDC dans l'Est qui finalement signent des feuilles de route et qui acceptent de libérer des enfants parce que certains n'avaient pas connaissance du fait que c'était totalement illégal de recruter des enfants et que c'était un crime de guerre contre l'humanité de recruter des enfants de moins de 15 ans. Et puis voilà, d'autres qu'on arrive à sensibiliser et qui acceptent de libérer les enfants. Mais bon, il y en a encore 18 000, ou plus de 18 200 en RDC.
dont 2/3 dans l'Est, donc c'est énorme. Qu'est-ce que vous faites en prévention, par exemple? Donc au niveau de la prévention, l'idée c'est de déjà pouvoir renforcer les familles, les structures familiales pour qu'elles puissent envoyer leurs enfants à l'école. Et donc en offrant des activités génératrices de revenus aux parents et en envoyant en année 1 les enfants à l'école, on peut déjà prévenir une partie du recrutement. Donc l'idée c'est vraiment de renforcer économiquement la famille pour qu'elle puisse scolariser ses enfants, parce que les enfants se font enlever souvent parce qu'ils sont dans la rue, ils vont chercher de l'eau au puits et c'est à ce moment-là qu'ils se font enlever. Ça représente plus ou moins 30% du recrutement, le recrutement donc forcé. Et puis il y a quand même toute une série d'enfants qui sont recrutés donc volontairement entre guillemets parce que les conditions socio-économiques sont désastreuses. Et donc si on renforce la famille et ses moyens économiques, on va aussi diminuer évidemment le recrutement. Donc ça, c'est la partie prévention. Et puis aussi travailler sur déconstruction des idéologies ou des envies de vengeance des enfants, parce qu'il y a une partie des enfants qui se joignent aux groupes armés parce qu'on a fait du mal à leur propre famille, qu'ils ont envie de se venger, parce qu'ils estiment que le combat mené par les groupes armés est juste et répond à des besoins, à des attentes. Et donc c'est aussi travailler avec ces enfants sur le simple fait que on peut défendre ses opinions de manière pacifique et qu'on n'est pas obligé de rejoindre un groupe armé. Voilà, de sensibiliser les familles, parce qu'il y a aussi des familles qui envoient leurs propres enfants combattre parce qu'elles n'ont pas de quoi les nourrir et qu'elles se disent, ben voilà, comme ça on lui offre une autre voie, ou parce qu'elles estiment que le combat des groupes armés est juste. Donc voilà, il faut travailler aussi sur toutes ces questions. Donc c'est très complet, il y a beaucoup de choses à faire, c'est complexe, mais c'est très intéressant. Ah bah oui, c'est clair, c'est passionnant. Ouais. On peut voyager, partir sur une autre mission. Bon, on est parti, on revient d'Ouganda, donc c'est vrai que c'est assez frais. Et je dirais que ce qui a été assez pas bouleversant, mais ce qui a été assez flagrant pour cette mission, c'est qu'en réalité, même si les Ougandais ont l'air d'avoir une vie un peu plus agréable et que le PIB a certainement ou peut-être dû augmenter un tout petit peu, les droits humains ont fait une sacrée marche arrière. Donc, par exemple, toute la semaine, on n'avait pas accès à Facebook et au début, on comprenait pas pourquoi. Et en fait, le président qui est en place depuis près de 40 ans, eh bien, il a déclaré que c'était illégal du jour au lendemain. On sait qu'il va imposer, par exemple, de mettre des puces dans les plaques d'immatriculation pour vérifier les déplacements des Ougandais. Il a fait fermer une 50aine d'ONG qui se battent pour la liberté d'expression. Et donc, oui, voilà, c'est assez. C'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. J'ai l'impression que voilà, les routes ont été construites jusque dans le nord, les trottoirs ont enfin été créés à Gulu. Mais par contre, voilà, il y a une terrible marche arrière par rapport aux droits des Ougandais. Et ça, c'est vraiment terrible, oui, en effet. Mais après, voilà, ravi de cette mission parce qu'on a construit 2 maternités, on a construit une école maternelle, on a construit une ferme modèle pour le programme d'industrie laitière. Et voilà, c'est vrai que c'était beau. C'était quoi déjà les problématiques exactement en Ouganda? Alors, c'était donc 20 ans de conflit armé, recrutement massif d'enfants soldats, 2 millions de déplacés dans le nord, donc des déplacés internes qui vivaient dans des camps. Et en fait, c'est vrai que c'est une population qui a été assistée pendant plus de 20 ans. Donc l'aide alimentaire arrivait par hélicoptère dans les camps. On pouvait pas sortir des camps parce que le risque de se faire attaquer était bien trop important. Et donc c'est vrai que c'est une population qui doit se relever en fait de ça, et ça prend du temps. Et ce sont des communautés qui sont... D'ailleurs, Unyama, c'est un ancien camp de réfugiés, en fait, où on a construit une maternité. Et voilà, il y avait rien, en fait. Il y avait rien quand on a commencé en 2013, on a fait le trajet. On a marché de Unyama, donc ce village qui était un ancien camp de réfugiés. On a marché jusqu'à Gulu. On a mis combien de temps? On a dû parcourir 7 kilomètres en plein cagnard, avec une demi-bouteille d'eau, et on a mis quoi? 1h30? 2 heures? C'était
Et encore, on était en bonne santé, relativement c'est jeune ça. encore à l'époque. Et ça, c'était le parcours qu'une femme devait faire pour accoucher. Ils n'ont pas les moyens de prendre ce qu'on appelle un boda-boda, donc c'est une petite mobilette, un taxi mobilette. Ça coûte trop cher pour la population de cette région. Accoucher à l'hôpital, signifiait un trajet beaucoup trop long ou beaucoup trop onéreux, et donc des risques pour la mère et pour le bébé de pas s'en sortir si l'accouchement se passe mal. Donc ça, c'était une demande très spécifique de notre partenaire de construire une maternité. Et puis, c'est vrai qu'on a soutenu beaucoup aussi le programme d'éducation, parce qu'on s'est rendu compte que on a rencontré des enfants qui avaient 16 ans et qui étaient devenus chefs de famille. Ils avaient perdu leurs 2 parents, ex-enfants soldats, et ils avaient en charge leurs petits frères et sœurs, avec aucun moyen de subsistance. Donc, ils nous expliquaient que sa tante, de temps en temps, lui donnait un sac de pommes de terre. Alors évidemment, on pense que c'est aussi notre devoir, à un moment donné, de les soutenir, de pouvoir les envoyer à l'école, de leur offrir 2 repas par jour, et de continuer et poursuivre une scolarité, parce que sinon il n'y a pas d'avenir en fait pour eux. En fait, c'était une population qui avait été tellement oubliée, délaissés, abandonnés dans ces camps pendant tellement longtemps. Un jour, ils en sont sortis, mais il n'y avait rien qui les attendait de plus en dehors des camps. Et ils ont dû apprendre par eux-mêmes et tout doucement à se reconstruire. Donc, c'est pour ça qu'on est intervenu avec pas mal d'infrastructures de base, écoles, centres médicaux, dans cette région-là. Ouais. Ok, ouais, donc vous suivez vraiment les projets depuis l'idée jusqu'à la réalisation, quoi. C'est un truc de fou. Oui, tout à fait. Et alors, par exemple, un exemple très concret, trop chouette, c'est que pour construire la maternité, à l'époque, on était en 2015, on avait 0 fonds, en fait. On avait vraiment toujours pas grand-chose. Je pense qu'on avait en 2015 67 000 € de levée. Et le partenaire nous demande donc effectivement de nous mobiliser pour construire une maternité. On savait qu'il nous fallait 42 000 €. Et donc, on s'est demandé comment on allait faire, parce qu'on n'avait évidemment pas de sous. Et donc, on a eu l'idée de créer une campagne qu'on a appelée Women for WAPA, où on allait trouver 40 femmes qui allaient chacune récolter 1 000 € en organisant un événement qui leur était propre. Et donc, on avait plus de 60 femmes en tout, plus ou moins 37 projets, et tout ensemble, en organisant des vide-dressing, de la création de bijoux, des petits déjeuners, des soirées, offrir la naissance de leur enfant. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Et donc, tout ensemble, on a pu collecter les 42 000 € nécessaires pour créer la maternité. Donc, trop chouette, trop chouette, en fait. C'est génial, ouais. Donc, on a aussi su créer, je pense, des ponts entre la communauté en Ouganda et puis la communauté ici de femmes en Belgique. Donc, voilà, trop chouette. Ouais, mais c'est plus qu'un métier, ce que vous faites finalement, quoi. Vous vivez pour ça. Enfin, j'avoue qu'on est assez engagés. Je crois que nos maris et nos amis commencent un peu à en avoir marre d'entendre parler de WAPA matin, midi et soir. Mais bon, non, mais c'est trop gai. Vraiment, on s'amuse. On s'amuse malgré tout. On a une super équipe. On est 4 dans l'équipe. On s'amuse vraiment. On aime ce qu'on fait. On est très investis, très engagés, mais on adore le job, donc. Et c'était une des sous-raisons pour lesquelles aussi on a quitté notre grosse structure, la grosse association pour laquelle on travaillait, et qu'on a eu envie de créer notre propre projet, au-delà de la mission évidemment. Mais c'était de se dire, on a envie de s'amuser, on a envie de se tester, on a envie de tester nos idées. Ça marche, ça marche pas, bon ben tant pis, on en essaiera d'autres. Et voilà, c'est ce qui nous motive. On rachète pas des grosses campagnes à des boîtes de pub ou. C'est ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire artisanal, mais plus avec le cœur. Ça a commencé en tout cas de manière très artisanale. On avait nos petites pancartes sur lesquelles on écrivait nos messages, on faisait des petites vidéos, montage photo qui ressemblaient pas à grand chose. Et puis il faut dire quand même que au fil du temps et en chemin, on a quand même l'immense chance de rencontrer des partenaires qui changent quand même la vie de WAPA. On a des boîtes de com qui ont créé des campagnes pour nous absolument fabuleuses, tout ça bénévolement. On a des gens qui vraiment offrent leurs compétences en termes IT, en termes de graphisme. On a une super graphiste
bénévoles qui travaillent avec nous. On a une bénévole qui vient 2 fois par semaine, qui fait de l'encodage et qui abat un travail colossal d'encodage et de lettres de remerciement. On a un traducteur aussi. Enfin bon, voilà. On est vraiment super, super bien entourés. Et je pense que c'est ça, WAPA aussi. WAPA, c'est plus l'histoire de 2, puis 3, puis 4 filles qui s'associent pour un projet. C'est finalement toute une communauté qui au quotidien s'investit et qui est en fait prête à faire des sacrifices aussi pour nous. Donc voilà, on en est ravis. Ouais. Et vous avez rencontré, j'imagine, plein de personnes et puis vous avez entendu sûrement plein d'histoires vraiment touchantes. Est-ce que ce serait par exemple intéressant de raconter chacune une rencontre qui vous a profondément marqué? Tout à fait. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Compliqué, il faut faire une sélection. Il y en a beaucoup et elles sont pas franchement rigolotes. Donc... Non, elles sont pas très comiques. Non, ça c'est le problème. C'est qu'on sort de là. Moi, je garde peut-être en souvenir la rencontre avec un ex-enfant colombien qui m'a, je crois, et Dieu sait que j'ai été bouleversée parce que je pense à chaque fois être aguerrie au fil des années. Et finalement, en 2018, en Colombie, à Medellín, j'étais complètement cassée. Et c'est vraiment une des missions qui m'a le plus finalement bouleversée. Donc on a rencontré un ex-enfant soldat qui avait 16 ans et qui avait une force qui était absolument déconcertante. Il nous raconte son histoire et il nous explique qu'en fait il est tombé amoureux il était chez les FARC, lui, chez la dissidence des FARC, et donc il s'est pris d'amour d'une de ses supérieures, en fait, une FARC qui devait avoir, je sais pas, 18-19 ans, dont il est tombé amoureux. Lui détectait les mines, il devait cartographier les mines antipersonnelles dans la jungle colombienne. Et ils ont eu un enfant avec cette fille qui était un petit bébé de 6 mois. Et donc, il nous explique en fait que le gouvernement colombien a attaqué le campement de la dissidence des FARC. Et donc, dans cette opération, il a perdu en fait sa compagne et son bébé. Et c'était horrible, quoi. C'était vraiment un récit qui m'a bouleversée. Et je crois que ce qui m'a encore le plus bouleversée, c'est qu'il avait une force de réussir et de se sortir de là qui m'a vraiment qui était déconcertante en fait. Et donc je me souviens très bien parce qu'en plus c'est lui qui nous a pris dans ses bras. On s'est fait une espèce de hug colombien et je me souviens avoir été chialée dans les toilettes du centre de réhabilitation et je savais plus sortir en fait, je savais plus sortir de ces toilettes. Et puis finalement on est reparti en taxi et j'ai longuement pleuré. Mais oui, ça c'était un moment très très émouvant pour moi. Et moi je vais reprendre une histoire assez connue chez WAPA. C'est en Ouganda, elle s'appelle Betty, c'est une femme, elle a la fin de la vingtaine, le début de la trentaine. Et donc Hope, qui est la directrice de l'association partenaire avec laquelle on travaille, nous dit mais je pense que son histoire peut vous parler, mais je ne la connais pas si bien, quoi. Et donc on s'assied avec cette dame. Et il se fait qu'elle parle Acholi, une langue évidemment qu'on ne comprend absolument pas, et donc on doit chaque fois attendre la traduction en anglais de notre collègue pour avoir les éléments, quoi. Et donc on écoute cette histoire, et puis on se rend compte qu'on s'enfonce quand même dans quelque chose d'assez douloureux, d'assez sombre. Son visage à elle qui est pourtant elle est arrivée avec un sourire jusque derrière les oreilles, voilà, elle commence à se fermer, ses épaules commencent à se rentrer, elle perd vraiment le sourire de son visage, et puis tout d'un coup, mais chose vraiment qui n'arrive jamais, on voit Hope, donc notre collègue là-bas sur place, qui se met à pleurer. Et là, on se dit, oulala, si elle se met à pleurer, c'est que vraiment, en fait, là, on est au fond du trou, quoi. Et donc en effet, elle, après avoir essayé de se remettre, elle nous raconte l'histoire. Et c'était une histoire mais épouvantable. On pouvait pas imaginer que quelqu'un dans une seule et même vie puisse avoir cumulé autant de souffrances, quoi. Donc grosso modo, elle était adolescente, elle s'est fait enlever avec son frère dans son village, elle a été amenée, elle est devenue esclave sexuelle d'un commandant.
Et du coup, enfant soldate, elle est devenue Elle est enfant devenue soldate. enfant soldate. Une histoire, plusieurs commandants se la disputaient, et puis finalement, comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils s'étaient imaginé qu'ils allaient la tuer, et puis finalement, ils ont abandonné l'idée, et elle est devenue l'esclave sexuelle de quelqu'un d'autre. Elle est tombée une première fois enceinte, une deuxième fois enceinte. À la deuxième fois, elle a essayé de s'échapper du campement avec ses enfants. Je vous passe les détails, à quel point c'est dangereux, difficile, stressant. Et puis, en bout de course, elle se rend compte qu'elle a le HIV-Sida. Donc voilà, c'était complètement bouleversant. On était à la fois bouleversés de l'histoire de cette jeune femme, évidemment, et en plus, surtout, de voir que notre collègue qui avait entendu les pires horreurs s'effondre comme ça. Et donc voilà, c'est ce moment entre femmes qui exprime des choses extrêmement douloureuses voilà, moi qui m'a beaucoup marquée. Parce que je suis aussi particulièrement touchée par les histoires de femmes. Eh bien, c'est drôle parce que franchement, j'avais complètement. Je crois que mon cerveau a dû se protéger en oubliant cette histoire, mais c'est vrai. C'était. C'est terrible et en fait on est quelque part on a la chance, donc c'est un peu bizarre à dire, mais on a la chance de pouvoir être les porte-parole et de toutes ces personnes qui ont été victimes des conflits armés. Et donc moi je vois ça vraiment comme un privilège en fait de pouvoir récolter ces témoignages et de pouvoir les partager en menant des actions vraiment super concrètes en fait, quoi. Ouais, je comprends. C'est aussi de se dire que si on va rouvrir des plaies aussi douloureuses, donc parce que nous on arrive et en fait on leur dit racontez-nous votre histoire de manière, je vais pas dire détachée parce que voilà, on n'est pas froide et on est encore très sensible à leurs histoires, mais si eux doivent aller creuser dans leur mémoire pour faire émerger les souvenirs vraiment les plus durs et les plus pénibles, ça doit d'une manière ou d'une autre leur servir, quoi. On peut pas arriver et demander aux gens, raconte-moi ton histoire, les voir pleurer, les voir revivre des traumatismes qu'ils ont vécus, et puis, merci beaucoup, au revoir, et surtout bonne chance, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment très beau ce que vous racontez, et je suis vraiment ravie d'échanger avec vous sur cette problématique. Et des jeux dont on parle d'ailleurs, je trouve très peu, voire pas. Mm-hmm. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment chouette que vous nous racontiez un petit peu tout ça, qu'on puisse prendre conscience aussi quand on voyage de ce qui peut se passer dans certains pays, quoi. Tout à fait. Et du coup, j'aimerais beaucoup vous demander à chacune ce que ces voyages dans ces pays à chaque fois vous ont apporté et ont nourri en vous. Oh, c'est aussi une bonne question. Je me souviens de la toute première mission. Ma fille avait 1 an et je me suis sentie complètement amputée d'un membre en fait au moment de partir à l'aéroport. J'ai un peu pleuré. Et puis au moment d'arriver, je suis l'émotive de l'équipe. Et au moment d'arriver de retrouver Véro à l'aéroport, c'est comme si je m'étais transformée en une espèce de machine. Je vais pas dire machine de guerre, mais de machine en mode mission. J'ai oublié, désolée, je m'excuse déjà auprès de mon mari et de ma fille, mais je les ai oubliés pendant 10 jours parce que la mission était collective et en fait elle passait au-dessus de ma vie en Belgique, de maman et de conjointe. Et voilà, et au moment où on pose le pied sur le sol, qu'il soit ougandais, sri-lankais, colombien ou congolais, voilà, il y a quelque chose qui nous porte et qui nous dépasse un petit peu. Et donc, moi, j'en reviens quand même systématiquement bouleversée. Alors, certaines missions plus que d'autres, en fonction évidemment des problématiques et des nouveautés, etc. J'adore toujours autant ça. Moi, je dirais que ce qui a changé, c'est, même si je l'avais déjà eu un peu en Ouganda, c'est vraiment au Sri Lanka que ça m'a marqué. C'est de me dire que parfois on part dans des destinations de rêve, comme l'est le Sri Lanka, et que on part pour des vacances et que ça va être très agréable. Et je pense qu'on doit garder cette joie d'aller découvrir d'autres endroits dans le monde.
mais aussi de savoir vraiment où on met les pieds en fait. C'est bien de partir au Sri Lanka, dans le sud du Sri Lanka, parce que les plages, ce sont de rêve, mais c'est de se dire aussi que dans le nord, il y a des problématiques gravissimes. Ils ont vécu 20 ans de guerre civile, ils se sont pris 2 fois le tsunami dans la tronche. Enfin voilà, c'est d'être aussi connecté à la réalité, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, du pays qu'on visite. La Colombie, c'est un pays de rêve. Alors, si on a envie de fermer les yeux, je pense qu'on peut fermer les yeux et se retrouver sur des plages absolument paradisiaques. Mais c'est aussi de se rappeler que, voilà, c'est 50 ans de guerre, qu'on assassine encore et toujours des défenseurs des droits humains. Donc voilà, c'est profiter du voyage, parce que c'est important, parce que dans la vie, on a besoin d'aller vers l'autre et de rencontrer l'autre, mais c'est aussi de rester connecté aux réalités et aux enjeux des endroits qu'on visite, quoi. Oui, c'est clair, c'est aussi s'informer finalement quand même sur ce qui se passe dans les pays dans lesquels on voyage. C'est clair. Tout à fait. Oui. Et est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur tout ce dont on vient de parler ou pas? J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Ouais. Ok. Non, pas grand-chose, à part que voilà, je pense que c'est effectivement c'est effectivement important de s'informer, et puis gai aussi de choisir à un moment donné de faire sa part. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens que je rencontre, qu'ils soient petits ou grands donateurs, on fait tous partie d'une chaîne. Et quand les gens nous disent mais c'est formidable ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et je dis oui, mais moi je peux faire ma part parce que une entreprise va faire un don à notre association et va nous permettre de financer un projet qui permettra à notre partenaire de faire sa part. Je trouve que c'est important que chacun fasse sa part, peu importe comment, peu importe les moyens, peu importe l'énergie et l'investissement qu'on y met. Donc voilà. Et puis si on a beaucoup vu les travers de la mondialisation, de la globalisation, ben on peut aussi essayer de les contrer en soutenant des pays, des régions, des systèmes qui vont moins bien, et on a l'opportunité de voyager et c'est super, mais si ça peut aussi contribuer à un mieux pour les gens qu'on rencontre, voilà, c'est important, quoi. Mais déjà, je vais vous remercier encore une fois pour ce bel échange qu'on a pu avoir. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir fait, voilà, que ce soit vous qui portiez cette belle thématique dans les thématiques que j'ai déjà dans le podcast. Donc encore merci pour ça. Et je vais vous proposer de conclure cet épisode en encourageant des personnes qui aimeraient aussi peut-être contribuer à tout ça et qui oseraient pas, qui sauraient pas trop par où s'y prendre. Je propose chacune de donner un petit mot d'encouragement à ces personnes. Eh bien, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut se lancer dans ce à quoi on croit, et on peut chacun faire sa part, et chacun est capable d'une manière très, très singulière de faire ce qui lui paraît juste et bien. Et parfois, c'est très simple, hein, c'est liker une page Facebook, c'est suivre un compte Instagram, c'est partager éventuellement des publications. Ça peut on peut faire un don, on peut faire un petit don. On a des personnes qui donnent à WAPA 3,34 € par mois, ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils ont une déduction fiscale parce que leur don excède ou équivaut à 40 € par an. On peut être une entreprise qui a envie de soutenir notre association, et donc voilà, faire sa part effectivement au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises. On peut être bénévole, on peut vraiment s'investir de plein de manières différentes. Et même donner des contacts, c'est déjà en fait une idée brillante, donc qui coûte en principe pas grand-chose. Merci beaucoup pour vos petits mots de la fin. Et puis je vous souhaite vraiment une belle continuation dans tous les projets que vous menez à travers le monde pour protéger les enfants. C'est super gentil. Merci à toi, Adèle. À bientôt. Bye. Merci. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.